Hi and welcome. Les amis, aujourd'hui, dans la bouche des médias mensonges où les consultants euh, qui travaillent pour des grandes firmes, des structures de propagande sur des médias en Europe et aux États-Unis, bref, les pays dits du G7, c'est le nom de Prigogine. Prigogine, c'est le boss de ce groupe Wagner, du groupe Wagner, le groupe paramilitaire Wagner, qui a fait une déclaration. Lui, il parle de paix. Il a libéré près de 150 militaires qui étaient en captivité chez le groupe Wagner ukrainien et il a souhaité bonne chance. Il parle de paix, il parle d'arrêter le combat aujourd'hui et il dit même que la grande contre-offensive ukrainienne tant en parler, tant chanter, ne peut pas réussir si les gars lancent ça maintenant. Et il dit que il, il ne veut pas de révolte en Russie parce qu'aujourd'hui, ils ont atteint les objectifs. Pour lui, le fait de connecter la Crimée avec la Russie sur la terre et fermer la mer ou contrôler la mer Noire et la mer d'Azov, une partie, ou contrôler toutes ces zones-là, pour lui, c'est une victoire. Les amis, Prigogine ne peut pas se mettre à parler comme ça sans toutefois consulter le président russe ou les, l'armée russe, en fait des généraux, le ministre de la Défense. J'ai l'impression que nos amis en Europe ne comprennent pas. Ils sont tellement embrigadés dans le mensonge et dans la propagande qu'à un moment donné, ils oublient la réalité. La réalité des choses, c'est que Prigogine dit. La fuite des documents de la CIA révèle tous ces détails-là, que le nombre de morts russes que les Occidentaux annoncent tous les jours n'est pas réel. Ça cache quelque chose. En Ukraine, il y a eu première mobilisation, deuxième mobilisation, troisième mobilisation et quatrième mobilisation. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y en a même qui fuient. Mais comme les médias mensonges ou les médias à la sorte de certaines personnes extrémistes qui veulent seulement la guerre pour les intérêts égoïstes, veulent nous faire savoir, ce n'est que les mensonges qui pompent tous les jours. Ils pompent les mensonges. Et les documents qui ont fuité, que Jack the Ripper a fait fuiter, nous parle d'entre 15 000 et 17 000 Russes tués. Et là, 5 ou 10 fois le nombre de militaires ukrainiens tués aujourd'hui. Et même, comme il parle de la grande contre-offensive, le premier ministre ukrainien a dit que ce n'est pas possible maintenant. Tout de suite là, ce n'est pas possible. D'abord, il y a un problème de formation des hommes. Deuxième chose, il y a manque de munitions. Donc, vous voyez que c'est un peu compliqué cette histoire-là. Nos amis n'avaient pas vu ça venir ou quoi, je ne sais pas. Et ils pensaient que la Chine devait rester croiser les bras en laissant affaiblir la Russie. Les BRICS devaient laisser sans rien dire. Mais non, ils se sont trompés. Ils se sont trompés et ils ont essayé de nous tromper. Aujourd'hui, heureusement que on a d'autres façons, d'autres voies et moyens pour trouver de la bonne information que de suivre ces gens-là avec leur propagande. Parce que nous, on peut les suivre. But we can take what is good from what they are saying and then we reject what is bad from what they are saying. That is exactly what we are doing today. Prigogine qui parle de la paix. Mais c'est main tendue. La main tendue de Prigogine, est-ce que les Ukrainiens vont l'accepter? Voilà la question. Il a libéré les prisonniers de guerre, les POW ukrainiennes. C'est un fait. Sur les caméras, on a vu, il a parlé et il les a libérés. Maintenant, est-ce que l'Ukraine, comme je l'ai dit tout à l'heure, va accepter cela, perdre ses territoires, perdre tout ça? Je n'en sais rien, les amis. Je vous suggère de regarder cette petite vidéo, les amis. Sur ce plateau, ils essayent d'expliquer, il y a un colonel et un général qui essaient d'expliquer les choses. Ils avaient traité Prigogine de cuisinier de Poutine, il ne connaît rien de la guerre, il est qui, il ne sait pas communiquer. Et aujourd'hui, ils sont en train d'applaudir les prouesses communicationnelles de Prigogine. En fait, quand vous êtes dans le mensonge, c'est un peu compliqué pour vous d'expliquer certaines choses aux gens tout le temps. Mais quand vous êtes dans la vérité, c'est un peu facile pour vous. Vous critiquez quelqu'un, vous trouvez qu'il est nul, il est ceci, mais il fait des progrès sur le terrain.
vous êtes contre lui. Vous dites qu'il est en Afrique, il fait ceci en Afrique, fait cela en Afrique. Pendant ce temps, vous-même, les mêmes structures, rappelez-vous de ce qui s'est passé en Afghanistan. Il y avait des groupes privés américains qui travaillaient en Afghanistan. En Irak aussi, il y avait des différents scandales. Pourquoi aujourd'hui, quand ça concerne d'autres personnes, vous commencez à parler du terrorisme ou pas? Attends, en fait, on n'est pas dupe. On a le cerveau. We can decipher what is wrong from what is right. En fait, nous suivons et on fait notre propre avis. Chaque fois qu'on suit vos émissions, chaque fois qu'on lit vos analyses, on essaie de faire là notre propre avis après avoir écouté ou suivi. Les amis, je suggère qu'on regarde cette petite vidéo comme j'ai dit tout à l'heure. Prigojine est favorable à la fin de l'opération spéciale en Ukraine. C'est même pour lui le scénario idéal. Le patron de Wagner qui dit plusieurs choses dans cette déclaration qu'on peut résumer finalement en 3 points. La Russie a atteint les objectifs fixés, les forces ukrainiennes sont anéanties et il faut éviter une révolte populaire en Russie. Alors sur les objectifs, voici ce qu'il dit. Le scénario idéal est d'annoncer la fin de l'opération militaire spéciale, d'informer tout le monde que la Russie a obtenu les résultats qu'elle avait prévus et en un sens, nous les avons effectivement atteints. Alors en réalité, l'armée russe n'a pas conquis l'entièreté des oblasts qu'elle a annexés en septembre, mais, dit-il, eh bien, la Russie a coupé la mer d'Azov et une grande partie de la mer Noire. Elle s'est emparée d'un gros morceau de territoire ukrainien et elle a créé un couloir terrestre vers la Crimée. Maintenant, la Russie, dit-il, finalement, n'a plus qu'une chose à faire, c'est s'implanter solidement et s'agripper à ces territoires qui existent déjà, comprenez donc, sans accord politique, en restant sur les acquis territoriaux tels qu'ils existent aujourd'hui, en les défendant comme à Bakhmout, par exemple. Ensuite, en ce qui concerne les forces adverses, l'armée russe a détruit une large partie de la population masculine ukrainienne et intimidé une autre partie qui a fui en Europe, même si on n'a aucun chiffre sur ces hommes en âge de combattre qui ont fui l'Ukraine. On sait un Prigojine qui se place résolument comme un homme de l'avenir avec une vision et pourquoi pas un programme politique. Vous pensez qu'il dise ce que Poutine lui demanderait de dire ? Moi, je pense que, comme je vous le disais précédemment, je pense que le destin de ces deux hommes et les deux destins plutôt sont liés. Et Poutine a besoin de Prigojine et Prigojine a besoin de la protection de Poutine parce qu'il s'est mis en situation de concurrence avec beaucoup d'autres rivaux potentiels. On parlait tout à l'heure des généraux et de la mise en scène. Effectivement, les généraux russes qui se sont mis en scène en général ont mal fini. Je me souviens du général Liebied qui s'est craché en hélicoptère. Lui se faisait voir, mais ça n'a pas duré longtemps. Donc, une bonne raison pour les généraux de se dissimuler un petit peu. Maintenant, sur la situation générale, Prigojine, effectivement, évolue du statut de chef de guerre au statut de grand pacificateur généreux. C'est, j'allais dire, dans l'ordre des choses, de la mise en scène d'une campagne qui piétine, qui ne débouche pas et qui n'atteint pas ses objectifs. Est-ce que le destin est si lié que ça ? Est-ce qu'il dit les choses que ne peut pas se permettre de dire Vladimir Poutine ? Cet Evgeny Prigojine lucide, puisqu'il dit quand même, et Sylvia l'a rappelé, la Russie a coupé la mer d'Azov, une grande partie de la mer Noire, s'est emparée d'un gros morceau quand même du territoire ukrainien. Oui, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit qu'on est vraiment dans un changement de période, dans un momentum, comme on dit quelque part. Et on voit que c'est quoi le moment ? En fait, le moment, c'est le moment important, c'est quand Xi Jinping a été à Moscou depuis une dizaine de jours, où on voit en fait qu'on assiste à un changement de modèle. On passe du cadre tactique à un cadre politique. Vous savez, Clausewitz disait toujours la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Aujourd'hui, on voit bien que la politique peut être la continuation de la guerre par d'autres moyens. On est en train de changer de cadre. Et ça, c'est très intéressant, c'est que Prigojine se fait un petit peu, quelque part, si vous voulez, l'annonciateur de ce qui peut réellement se passer. En fait, qu'est-ce qu'il souhaite ? Il souhaite une fossilisation du front pour immobiliser le front, en fait préserver les acquis. Et la cible de ce message n'est pas orientée vers l'Ukraine, ni même vers l'opinion publique russe, mais la cible, c'est les États-Unis, qui ont des problématiques sur Taïwan, sur la mer de Chine, avec la marine russe qui est en train de sortir des ports à Vladivostok. Quelque part, il y a une espèce de réorientation de la problématique en direction de l'Asie. Et Prigojine se fait un petit peu le porte-parole du Kremlin en disant arrêtons les combats, restons-en là quelque part et puis négocions. Et puis les affaires sont bien pour tout le monde. Alors évidemment, les Ukrainiens ne vont pas être d'accord, mais quelque part, encore une fois, on assiste vraiment à un changement de portage. Et Prigojine, qui est dans un rôle totalement incroyable, totalement impromptu, parce que c'était comme la brute de service, il se retrouve en train d'être une forme de négociateur potentiel.
Et quand il finit sa tribune justement en disant rendez-vous à Bakhmout, ça veut dire maintenant il ne va faire que du défensif, Prigojine, c'est ça, et on arrête les combats, il ferait que du défensif? Alors pour lui, je pense qu'en fait, c'était la fin d'un processus. Ouais. De toute façon, on voit bien que les relations qu'il avait avec l'armée étaient tellement tendues qu'il ne peut pas aller plus loin. Je veux dire, Bakhmout va être vraiment le point final. Et quelque part, il va inscrire, lui, la fin des opérations Wagner, en tout cas, en premier échelon en Ukraine, à Bakhmout. Il va considérer dans quelques jours ou quelques semaines, je n'en sais rien, que Bakhmout a été pris, qu'on n'en parle plus, l'affaire est réglée. Et donc, il aura fait le travail. Et à partir de là, faisons autre chose, il va se consacrer à autre chose. Et là, on voit qu'il y a deux possibilités. La première, évidemment, c'est d'amplifier ce qu'il fait déjà en Afrique. Ça, c'est quasiment certain, parce que c'est quelque part son portefeuille, c'est son épargne, quelque part. Et le deuxième point, c'est son avenir politique que personne ne connaît. Que va-t-il faire? Est-il un agent ou est-il l'expression ultime du pouvoir de Poutine? C'est possible. Mais joue-t-il sa propre carte? C'est possible aussi. Personne n'en sait rien. Alors Sylvia nous le disait aussi, il mène quand même une sorte de combat politique avec cette tribune. Il s'en prend à l'État profond. Ces gens qui, et Ala Poedi nous le disait très bien, qui devant Poutine soutiennent officiellement cette opération militaire spéciale et qui derrière émettent beaucoup de doutes, qui sont très nombreux ces doutes. Alors vous savez, l'État profond, encore une fois, Prigojine, là, est vraiment dans un cadre poutinien quelque part. C'est qu'en fait, il laisse penser qu'il y a des gens autour de Poutine qui ne seraient pas d'accord avec la politique de Poutine. Ça, c'est compliqué, c'est la politique pure et dure. C'est quelque part, c'est encore une fois, il s'inscrit dans une logique de rapport de force politique et de rapport de force l'amenant quelque part, si vous voulez, à devenir un acteur déterminant du pouvoir politique, du pouvoir russe de demain. Encore une fois, c'est un peu compliqué parce que vous savez, l'État profond, c'est une phrase, c'est un mot utilisé qui est pour pas représenter ce que ça représente comme menace. Le but, c'est pas de dire ce que c'est. L'État profond, c'est tout le monde et c'est personne à la fois. Donc, encore une fois, je pense que Prigojine, malgré ses qualités de cuisinier éminentes, on découvre un communicant éminent, extrêmement doué, assez courageux, parce que c'est comme l'homme qui connaît, enfin, l'autorité russe, qui connaît probablement le mieux la ligne de contact, qui connaît mieux Bakhmout, qui connaît mieux, il va beaucoup plus d'ailleurs sur le terrain que Shoigu lui-même. Donc, encore une fois, le personnage joue sa carte et là, il la joue magistralement, puisqu'encore une fois, il va s'inscrire comme un homme de paix, puisqu'il annonce ou il propose une forme de stabilisation du front. Donc, il dit aux Russes, arrêtez de progresser, on va s'arrêter là, on va négocier. Donc, il va essayer de changer sa fonction quelque part. Oui, et en fait, je pense que c'est même pas un rôle à contre-emploi. Je pense qu'il est vraiment dans une logique de transformation, un, de sa propre image, et deux, de l'image de la Russie. En fait, il ne peut pas faire ça si Poutine n'est pas derrière lui. En fait, on assiste quelque part. Encore une fois, c'est un moment extrêmement étrange. Et c'est autour de la fête de Pâques. C'est extrêmement intéressant. Donc, si vous voulez, on voit quelque part que Poutine, Prigojine, est l'homme qui a fait le boulot. Il a fait le travail. Il a été au front pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et c'est vrai qu'on a cessé de le voir à Bakhmout en première ligne, quasiment. Donc, si vous voulez, il a fait le boulot. Et à partir de maintenant, si vous voulez, il dit, le boulot est fait, on va changer. Et quelque part, tout ce qu'il est en train de dire aujourd'hui conditionne ou en tout cas va dans ce sens-là en disant la Russie atteint ses objectifs. Encore une fois, l'Ukraine ne sera évidemment pas d'accord sur le sujet, mais la communauté internationale, on voit très bien qu'aujourd'hui aux États-Unis, il y a un vrai débat sur le coût de la guerre. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a un débat en Europe également sur l'impact de cette guerre sur nos économies européennes. Donc quelque part, encore une fois, ce que Prigojine fait, et probablement c'est poussé par Poutine, c'est d'envoyer un message de paix, on peut cesser les conflits, on peut cesser la guerre, on revient sur une situation en fait qui ne change pas réellement à partir de 2014. Alors bien sûr, ils vont garder la Crimée. Bien sûr, il y a cette bande de terrain qui passe par Mariupol en direction de la Russie. Évidemment, ils ont gagné quelques kilomètres. Donc évidemment, les Ukrainiens ne sont pas d'accord. Mais encore une fois, il dit quelque part, contentez-vous de tout ça et puis on partira sur d'autres bases. Je ne connais pas l'avenir, bien évidemment, mais tout son discours concourt à ça. Et les prisonniers, ça c'est un moment extrêmement important, puisqu'en fait, il en libère un certain nombre, 150, ce qui est beaucoup. Ils ne sont pas en très bon état, bien évidemment, mais quelque part, c'est un moment extrêmement important. Quelque part, comme le dit Magali Barthès, c'est qu'en fait, sa hache et sa masse, il les a laissés dans son camion quelque part. Ça a complètement disparu, et ça, c'est le vrai changement. Cet événement est fini pour vous, il ne reviendra pas ce côté masse, ce côté qu'il avait pu arborer il y a quelques mois au moment de la guerre?
C'est fini, il passe sur autre chose. Là, il a switché sur autre chose et je pense même que la Russie a switché également sur autre chose. C'est que depuis la communication avec les relations qui se renforcent avec la Chine, avec tout ce qui se passe actuellement, aujourd'hui, on est sur un autre modèle. On voit bien qu'aujourd'hui, si vous voulez, quelque part, encore une fois, c'est la Chine qui va tirer tout ça. Vous avez vu le voyage de Lula ces temps-ci avec ses dernières déclarations. On voit que les BRICS sont en train de monter quelque chose. On voit qu'il va se passer une espèce de politique de dédollarisation, quelque part. Donc, il va encore une fois avantager la Chine. Donc, le jeu a changé. Et depuis quelques jours et quelques semaines, et ça, les Russes l'ont bien compris, ils ont switché. Et encore une fois, Prigojine est l'expression de tout ça. En fait, les amis, le truc, c'est que je ne sais pas si nos amis de l'Occident ou les membres du G7, ils voient cela, mais ça c'est un génie. Il met à dos les gouvernants de G7, la population. La population française, européenne, allemande, britannique, canadienne, américaine aujourd'hui, qui souffre d'un problème, l'inflation. Les choses sont devenues trop chères à cause du prix du carburant. Vous savez, le carburant, ça touche tous les secteurs parce que c'est le transport. Ça touche tous les secteurs. C'est un peu compliqué aujourd'hui. Et avec ce message de paix de Prigojine, ça sera un peu compliqué pour les politiques va-t-en-guerre d'expliquer à les populations, à leur opinion. Parce que l'opinion publique française, hongroise, polonaise, suédois, finlandais, allemagne, croate, espagnol, j'ai cité qui et oublié qui. Bref, belge, les 27 pays de l'Union européenne, leur opinion publique va se braquer contre ces politiciens va-t-en-guerre. Parce qu'ils vont dire, mais attends, voilà une main tendue. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ces mains-là et on fait la paix et tout le monde vit normalement? Aux États-Unis, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Vous avez vu les différentes sorties de Donald Trump qui veut devenir président encore aux États-Unis. C'est compliqué. Donc, ça veut dire s'il y a un changement de politique, s'il y a un changement à la tête des différentes nations, les choses vont changer vite fait. Et ceux qui ne vont pas écouter leur opinion publique, ça sera un peu compliqué. Vous avez vu Macron faire un discours à la nation. Ben bon, c'est pour la retraite, mais ça a un lien parce que le peuple français souffre. Le peuple allemand souffre. Le ministre allemand des Affaires étrangères était où? Elle était en Chine pour appeler la Chine et mettre la pression sur la Russie pour arrêter la guerre. Donc, elle parle d'arrêter la guerre. Et Lula, le président brésilien, qui parle aux Ukrainiens, il dit, mais laissez tomber la Crimée et les autres, on peut négocier sur les autres. Et vous ne pouvez pas vouloir tout au même moment. C'est ce que Lula a dit. Il lance dans la pavée comme ça pour que l'opinion mondiale commence à comprendre que non, ceux qui ne veulent pas la paix seront ceux-là qui refusent la main tendue. Vous voyez un peu. Donc, Prigojine, les Russes sont les as de la communication et de la manipulation. Parce que ceux qui pensent que les Occidentaux étaient trop forts dans la manipulation, c'était à l'époque. Parce qu'on avait les médias ici. Mais aujourd'hui, on a Telegram, on a WeChat, on a d'autres réseaux sociaux, on a d'autres façons d'écouter, on a d'autres médias qui arrivent chez nous, CCTV et les autres qui arrivent chez nous. Donc, du coup, les gens peuvent comprendre autrement. Ils ne vont pas vous suivre matin, midi et soir, vous pomper les oreilles des gens avec la même information avec des différents intervenants qui vont analyser de leur façon ces informations-là et vous pensez que les gens vont gober tout le temps. Donc, aujourd'hui, à travers Prigojine, la Russie tend la main, la Russie dit, OK, on est prêt pour la paix. L'Allemagne, les Allemands sont allés en Chine demander à la Chine de mettre la pression pour l'arrêt de la guerre, des hostilités. Nous, là, en train de parler. Aujourd'hui, moi, je pense pour pas que c'est une opportunité, en fait, pour mettre un thème à cette guerre-là. Parce que un militaire, un civil qui tombe, c'est de trop. C'est de trop, c'est le sang qui coule. On n'a pas besoin de ça. On peut discuter, la diplomatie est faite pour cela. Et c'est quand la diplomatie échoue, c'est là où on entame quoi? La brutalité, le bruit des bottes. Mais dans cette situation, on a l'impression que le bruit des bottes
a pris le pas sur la diplomatie et que personne n'a voulu discuter politiquement pour régler ce problème. Il est temps aujourd'hui de régler le problème. Quoique, c'est ce qu'on nous dit, on nous apprend tous les jours que un mauvais arrangement est mieux qu'un bon procès. Because it saves time. Thank you for watching, ladies and gentlemen. We'll take the appointment for some other time. Bye-bye for now.